En sciences comme en santé, l'IA générative aujourd'hui et les grands modèles de langue peuvent être aussi des atouts, un peu comme assistants des scientifiques, si vous voulez, avec lesquels ils peuvent élaborer des hypothèses, envisager un protocole. L'intelligence artificielle, monde numérique, vous aide à mieux la comprendre à travers une série de rendez-vous en partenariat avec Google. Nous sommes ici au siège de Google France. Bonjour Joëlle Barral. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Ravi véritablement de vous accueillir, surtout pour parler avec vous dans cet épisode et dans cette interview de l'intelligence artificielle, plus particulièrement au service de la science. C'est pas forcément l'application qu'on connaît le plus dans le grand public, mais pourtant ça nous concerne tous. Vous êtes chercheuse et j'ai vu que vous disiez en tant que chercheur que vous ne vous attendiez pas à voir autant de progrès dans la recherche en IA de votre vivant et que, selon vous, on est à un point d'inflexion. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, alors merci pour la question. Je crois que c'est quelque chose que j'ai dit et que plein de chercheurs qui ont travaillé dans le domaine depuis des dizaines et des dizaines d'années ont dit. On a des technologies qui aujourd'hui sont capables, par exemple, à chaque fois que vous leur demandez de générer un ours en peluche qui nage au fond de l'océan, font ça et le font avec une qualité qui est telle qu'on peut intégrer ces technologies dans nos produits. C'est-à-dire, c'est plus de la recherche, ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Juste peut-être on oublie vite à quel point la recherche a fait des bonds de géants. Il y a moins d'une vingtaine d'années, quand j'étais encore étudiante, on ne savait pas reconnaître un QR code. Vous savez, les photos qu'on prend pour avoir les menus, techniquement, c'était pas du tout évident. Et donc, on est passé de pas savoir faire ça à aujourd'hui capable de générer n'importe quelle image en une fraction de seconde. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. C'est peut-être l'une des particularités alors du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier. C'est à la fois les progrès, mais la vitesse à laquelle ces progrès ont été effectués. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un domaine qui est vraiment en effervescence aujourd'hui. Puis on a tous une chance incroyable de vivre ce point d'inflexion dont vous parliez. Il y a des nouveaux résultats, des nouveaux papiers qui sortent et effectivement, une découverte en pousse une autre. Alors vous avez travaillé beaucoup notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé et aux sciences. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à accélérer les découvertes scientifiques ? Alors, de mille et une façons, j'ai envie de dire, on avait parlé, il me semble la dernière fois, des deux types d'IA. Donc, si vous prenez l'IA plus traditionnelle, elle a déjà beaucoup aidé et en santé et en sciences, par exemple en imagerie médicale ou quand on regarde une image, savoir si oui ou non il y a la présence d'un nodule, etc. Ça, c'est de l'IA plus traditionnelle. Et donc en sciences également. Donc nous, chez Google DeepMind, on avait fait AlphaFold pour la prédiction des protéines. On a travaillé aussi sur la fusion nucléaire. Enfin, vraiment. Qu'est-ce que c'est AlphaFold ? Vous pouvez nous préciser un peu ? Donc AlphaFold, c'est un modèle qui, si vous voulez, les protéines, alors peut-être juste pour revenir en arrière, les protéines, c'est vraiment un élément constitutif du vivant. Il y a énormément de protéines, les hormones, l'insuline, l'hémoglobine, enfin voilà, beaucoup de... c'est des grosses molécules. C'est pas que la viande rouge et les œufs. Voilà, exactement. D'accord. C'est pour ça que je commence toujours par là. Et donc, c'est une séquence d'acides aminés. On regarde comment elle est conforme, enfin, quelle est sa structure en 3 dimensions, parce que ça va expliquer comment elle va interagir avec d'autres molécules, et ça permet pas complètement d'expliquer sa fonction, mais de commencer à avoir une idée de ce que sera sa fonction. Et elle peut avoir des fonctions très différentes. Enfin, l'hémoglobine n'a pas du tout le même rôle que ce qui permet de contracter un muscle ou de transmettre l'information dans le cerveau. Donc vraiment, la fonction d'une protéine, c'est ça qu'on veut savoir, plus que à quoi elle ressemble en 3D. Mais AlphaFold, qui nous permet de comprendre cette structure en 3D, c'est déjà un pas en avant pour arriver à pouvoir mieux comprendre la fonction. Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme application concrète demain ou même dès à présent et des choses qui nous concernent tous directement ? Énormément d'applications possibles en médecine, par exemple, pour arriver à la fois comprendre ce qui nous permettrait de combattre la résistance aux antibiotiques, de découvrir des nouveaux médicaments, en particulier pour les maladies rares, etc. Donc, il y a vraiment énormément un champ d'application très, très vaste. Pour vous donner une idée, c'est des technologies qu'on a mises à disposition des scientifiques. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de scientifiques qui ont utilisé AlphaFold, dont à peu près 40 000 en France, 800 publications avec le CNRS, l'INRIA, etc. Et donc voilà, un impact, c'est vraiment un outil. Et ensuite, la communauté scientifique peut s'en emparer pour, je vais utiliser un anglicisme, mais unlocker, débloquer un certain nombre d'applications. Ouais. Aujourd'hui,
On peut dire que toutes les radios, tous les scanners sont analysés par de l'intelligence artificielle? Ah non, pas encore. C'est pas encore généralisé. En fait, c'est très intéressant parce que l'IA est pas forcément bonne à tout et elle est pas bonne à tout toute seule non plus. Donc, quand vous prenez un scanner, on a absolument besoin d'avoir un radiologue qui va savoir, par exemple en IRM, de quel type d'image on a besoin, comment utiliser tout ce qu'il sait sur le patient pour décider de quel genre, encore une fois, de quel genre d'image, quel genre de contraste, comment adapter les paramètres en fonction, par exemple, de la vitesse de ses battements de cœur. Certaines séquences seront possibles ou pas. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un médecin aux commandes. Et puis, l'IA peut venir aider à un moment précis dans l'interprétation d'une image, mais vraiment comme aide. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin soit là pour dire, ah bah oui, tiens, ce que me dit l'image, ce que me dit le modèle est pertinent, ou bien, ah oui, il a raison, il y avait un truc de plus que j'avais pas vu. Mais aujourd'hui, c'est pas encore déployé, non, à grande échelle. C'est en cours de déploiement, j'ai envie de dire, mais c'est pas systématique, ni sur toute la planète, ni pour toutes les applications. Qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport aux outils informatiques qui existaient déjà précédemment? Ah bah avant, on n'était pas capable d'avoir une reconnaissance d'images pour un tas de conditions, un tas de maladies, etc., comme aujourd'hui avec l'IA. Donc ça, c'est de l'IA discriminative, c'est-à-dire qu'elle répond à une tâche précise. Et puis en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, pour les applications en sciences comme en santé, l'IA générative aujourd'hui et les grands modèles de langue peuvent être aussi des atouts, un peu comme assistants des scientifiques, si vous voulez, avec lesquels ils peuvent élaborer des hypothèses, envisager un protocole, regarder toute la littérature, aboutir à un état de l'art de façon beaucoup plus rapide. C'est quelque chose qui est vraiment un domaine actif de recherche aujourd'hui, de voir comment les grands modèles de langage avec lesquels on a tous pu jouer peuvent aussi améliorer finalement la productivité des scientifiques. Mais alors de quelle manière est-ce que les grands modèles de langage peuvent améliorer et peuvent aider les scientifiques? Quand on fait de la recherche dans un domaine précis, on regarde toujours où en est l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on commence par regarder toute la littérature, peut-être pas toute, mais une grande partie de la littérature, pour savoir où on en est, que ce soit en biologie, en physique, etc., et vraiment sur un domaine précis. Et ensuite, on a des hypothèses, on essaie de dire, on pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, etc. Et en fait, avoir un grand modèle de langage, alors bien adapté à cette tâche-là, c'est pas forcément un modèle généraliste il a pu faire l'objet d'un entraînement particulier pour être adapté à cette chatbot classique qui peut répondre à toutes les questions, quoi. À cette utilisation-là. On peut utiliser cet outil pour arriver à faire, peut-être aller chercher des sources auxquelles on n'avait pas pensé, ou faire un premier résumé de tout ce qui existe, et justement suggérer des pistes. Vous avez des exemples de choses sur lesquelles vous avez précisément travaillé? Mes équipes, oui, sont aujourd'hui en interne, utilisent tous ces outils-là dans leur quotidien. Après, à titre personnel, moi, j'utilise pour ma propre productivité, j'ai envie de dire, mais pas forcément à usage scientifique, si ce n'est pour chercher de la littérature, des sources pertinentes, etc. Vous dites pour chercher. Pourtant, on sait que l'intelligence artificielle accessible, monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément une source d'information et de recherche très fiable. Il y a souvent des erreurs, des hallucinations. Donc, est-ce que ça va vraiment s'améliorer ou est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est un problème inhérent au grand modèle de langage de dire parfois n'importe quoi, ou bien un jour, on arrivera à corriger ça? Alors, c'est pas une fatalité, et peut-être que je reviendrai sur notre conversation précédente avec l'intelligence. Est-ce que c'est une fatalité de l'intelligence de dire parfois n'importe quoi? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, ça c'est un grand débat, c'est une grande question. Mais non, c'est pas une fatalité. Il y a énormément de recherches en cours justement pour que nos modèles ne disent pas n'importe quoi. Et une des choses sur lesquelles on s'arc-boute, c'est vraiment de donner les sources, de dire voilà pourquoi. Oui, mais pourquoi ce modèle c'est si difficile de donner les sources parfois? On a l'impression qu'ils n'arrivent pas, ces modèles. Pourtant, on bosse. Hein. Ah ouais, écoutez, encore un peu de temps alors. Je crois que il y a énormément il y a pas forcément de consensus. Il y a énormément de données. Et donc non, c'est effectivement pas facile. Et je crois que c'est là où la science peut aider aussi, puisque justement en science, la science est réfutable, mais il y a un consensus sur un domaine donné à un instant donné. 2 + 2, ça fait 4, etc. Et donc en fait, la science nous procure aussi un certain nombre d'éléments auxquels on peut confronter des modèles. Et donc ça, c'est très utile aussi comme évaluation, comme benchmark, si vous voulez. Alors, la science, elle est stable, mais il y a la recherche où il peut y avoir plusieurs théories, etc. Une IA ne peut pas faire dans la nuance et dire, écoutez, il y a ça, mais il y a aussi ça, etc. Si, bien sûr. On peut demander à une IA de confronter des points de vue, on peut demander à une IA se remettre dans la peau de l'état de l'art à un moment donné, et puis de voir
quelles étaient les hypothèses à l'époque. Enfin, la science, c'est toujours comme ça qu'elle fonctionne. Il y a toujours effectivement un certain nombre de théories à un moment donné, et puis on ne sait pas forcément celle qui finalement, sur le long terme, se montrera la prédominante et celle qui offre le plus d'explications pour le monde tel qu'on le connaît. Alors, il y a la science qui permet de créer de l'intelligence artificielle, créer des modèles, etc. Et puis, il y a la science qui utilise l'intelligence artificielle comme outil. Est-ce que l'IA va permettre à la science de faire des avancées significatives selon vous? Est-ce que c'est un booster de recherche scientifique? Absolument. Enfin, on a déjà parlé un petit peu d'AlphaFold, qui a fait faire un bond de géant à la biologie. On aurait des exemples, on a travaillé en fusion nucléaire, il y a des exemples en biodiversité, on a fait des modèles qui écoutent le chant des oiseaux pour arriver à... Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un très bon marqueur d'un écosystème, et en particulier pour arriver à reconnaître des oiseaux plus rares, c'est pas facile, donc il faut l'entraîner sur énormément de données, et puis ensuite arriver avec peu de données pour ces oiseaux rares à aussi améliorer le modèle. Donc voilà un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec la fusion nucléaire. Et puis, je pense qu'il y a vraiment... Je ne peux pas penser à un domaine de la science qui ne sera pas impacté d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais la question que je vais vous poser, est-ce que selon vous, il y a un domaine dans lequel l'IA va être particulièrement et aura un impact vraiment significatif? Tous, à mon sens. Maintenant, il y en a peut-être un qui me passionne personnellement. J'ai pas envie de dire davantage parce que je m'occupe de beaucoup de recherches de différents types, et donc je pense que j'ai pas tellement le droit d'avoir un préféré, mais s'il fallait en choisir un, en santé en tout cas, je pense qu'il va avoir un impact important. Et je pense c'est pour ça que j'étais aussi prudente, c'est-à-dire que on a absolument besoin des médecins, des radiologues, de toutes les spécialités. On a vu ce que l'IA un peu plus classique pouvait apporter, qui aide les médecins, mais qui aide sur un objectif assez précis, assez ponctuel par rapport à tout ce qu'ils sont amenés à faire sur une journée. Aujourd'hui, avec les modèles de langue, donc nous on a regardé MedPalm, qui était le modèle de langage Palm, fine-tuné sur un corpus médical, et on lui a fait passer les examens qu'on passe quand on est étudiant en médecine, ce qui n'est pas la même chose que d'être médecin. Enfin, c'est deux tâches très, très différentes, mais c'est quand même très impressionnant de voir ce modèle finalement être incroyablement compétent à passer ce genre d'examen. Et donc ça, c'est un papier qu'on a publié dans Nature, et on est en train de regarder comment un tel modèle peut aider dans des situations particulières pour la santé de tout un chacun. Et je crois que c'est très important parce qu'en fait, c'est dans les domaines dans lesquels la société est aujourd'hui confrontée à des très grands défis qu'il faut regarder ce que l'IA peut faire. Et la santé, les déserts médicaux, etc., c'est un de ces domaines. Et ça me parle aussi énormément parce que je crois que c'est très important ensuite de construire ces solutions avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se faire de l'extérieur. Il faut vraiment comprendre comment un patient, un médecin, une équipe médicale vont être amenés à interagir avec un modèle, et ensuite, à partir d'un modèle de base, j'ai envie de dire, construire tout un produit qui va prendre du temps. Vous allez encore dans 6 mois me dire qu'on n'a pas fait grand-chose, mais je crois que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, en médecine en particulier, les choses prennent un petit peu de temps pour être bien faites, dans un cadre réglementaire, encore une fois, dans le monde médical très précis, et pour vraiment apporter au monde une solution telle qu'on voudrait l'envisager, telle qu'on l'envisage, c'est-à-dire on a une idée de ce vers quoi on veut aller, et ensuite on utilise la technologie comme outil pour arriver à cet endroit-là. Mais vous dites l'IA ne va pas remplacer les médecins, parce que c'est vrai que la question a été souvent posée. Ok, elle va pas les remplacer, mais comment ils vont travailler ensemble alors? Comment vous voyez un cabinet médical ou un cabinet de radiologie dans 5 ans, dans 10 ans? Alors ça, j'aimerais bien avoir une machine qui me projette directement dans ce cabinet. C'est-à-dire le radiologue ne s'occupera que de certains cas pour lesquels l'IA a des doutes, ou bien c'est l'inverse? Oui, alors on a publié un papier qui regardait exactement un peu dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a appelé CODOC, et pour savoir, quand on regarde l'ensemble médecin plus IA, dans quel cas l'IA est plus pertinente, dans quel cas le médecin est plus pertinent, et comment décider. Et en fait, c'est un papier très intéressant justement parce qu'il ne regarde pas l'un par rapport à l'autre, il regarde l'ensemble. Et je crois qu'il y a besoin de faire encore beaucoup de recherches pour répondre à cette question. Dans quel cas l'un va être plus pertinent? Non, on a besoin de faire la recherche qui va nous montrer, parce qu'en fait, il y a vraiment l'élément humain est capital. Tant qu'on n'a pas vu comment, et peut-être même le patient, par exemple. Pour vous donner un exemple, en santé, on travaille beaucoup sur, en tout cas, indépendamment de l'IA, à personnaliser les parcours de soins. Et dire, en fait, un patient qui est partie prenante dans son parcours de soins
a un meilleur taux de réussite, si vous voulez, pour dire les choses très rapidement. Mais il faut qu'il ait lui-même passé le temps à comprendre pourquoi il a besoin de faire un certain nombre de choses dans les semaines, les mois qui suivent une intervention, ou bien s'il a une maladie chronique, pourquoi c'est je sais pas moi, ce régime ou ce mode de vie. Ce mode de vie, voilà, Ouais. qui lui correspond, qui est compatible avec son travail, etc. Mais c'est extrêmement coûteux de faire ça. Et puis, les médecins font déjà énormément, ont déjà des emplois du temps très chargés, on pas le temps. Mais là, l'IA elle serait parfaite pour ça. Et en fait, voilà, ça c'est un exemple où si aujourd'hui on réfléchit à des cas d'usage où on a l'IA, le patient, le médecin, encore une fois avec l'IA comme un outil, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire cette personnalisation dont on a tant parlé depuis de nombreuses années. Ok, mais si on va plus loin, si on pousse un petit peu plus le bouchon, est-ce que demain, j'ai mal au ventre, j'ai 2-3 symptômes, on sait à quel point il est difficile de plus en plus d'accéder à un médecin en physique ou à distance. Est-ce que je pourrais décrire mes symptômes à un chatbot qui va me répondre ? Comme on fait déjà des recherches sur Internet, mais souvent ça se termine mal. On a l'impression d'avoir toutes les maladies du monde. Et en plus, après, si on arrive chez le médecin avec ça, on se fait détester. Les médecins détestent les patients qui vont chercher des choses sur Internet. Mais est-ce que l'intelligence artificielle conversationnelle pourrait inverser la vapeur ? Est-ce que demain, ce sera le médecin de première ligne ? Alors demain, je ne pense pas. Et je pense aussi que c'est très important de voir quels vont être les acteurs. Est-ce que a priori, on n'a pas forcément vocation, nous, en tant que Google, d'arriver sur ces terrains-là. Mais est-ce que l'IA, en tant que telle, va pouvoir faire partie d'une solution ? Oui, absolument. Merci Joëlle Barral, directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Merci Jérôme.